Voilà, au Pas-de-Calais. Vous voyez bien ma présentation, c'est bon? Oui, Impeccable. Du coup, je m'appelle Colline Rosanès, je suis chargée de recherche et de mission transition agroécologique pour le Marais Audomarois, dans le Pas-de-Calais, pour la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer. Donc chargée, de recherche et de mission parce que j'ai été embauchée en thèse, CIFRE, donc en thèse en recherche et action, pour la CAPSO, du coup, en lien avec le laboratoire Interact à Unilassal-Beauvais et le laboratoire TVES à l'Université de Lille et l'Université du Littoral. Je vais vous présenter une démarche de concertation qu'on a initiée en 2019 avec un stage donc sur l'avenir de l'agriculture dans ce territoire de zone humide et du coup les premiers résultats de cette démarche et, et les suites qu'on va y donner. Donc, je vais vous présenter rapidement le Marais Audomarois, le programme de maintien de l'agriculture en zone humide dans lequel cette démarche s'inscrit et du coup la démarche de concertation. Donc, comme on l'a dit, le Marais Audomarois, c'est dans le Pas-de-Calais. Ça fait partie du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. C'est une zone Ramsar depuis 2008 et une réserve de biosphère depuis 2013. Et donc, un des acteurs principaux de ce territoire est la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, même si une partie du Marais Audomarois se trouve dans le nord, dans le département du Nord. Pour avoir une brève histoire de ce marais, au départ, c'était des marécages. Donc, les moines y sont installés au 7e siècle. Et à partir du 9e siècle, on a commencé les travaux d'aménagement hydraulique pour pouvoir gérer l'eau, exploiter le marais et se libérer des parcelles, notamment pour cultiver. Les activités agricoles ont commencé au 12e siècle avec de l'élevage et du maraîchage. Et entre-temps, bon, voilà, les aménagements hydrauliques ont continué. Au XVIIIe siècle, on a mis le marais en casier. Et donc, depuis, nous avons une vingtaine de casiers hydrauliques fermés. Donc, ça veut dire que des associations d'agriculteurs ou d'habitants peuvent gérer l'eau de manière quasi, enfin voilà, au quotidien. C'est à eux de gérer l'eau. Ils peuvent avoir une gestion de l'eau du marais de manière assez précise. Donc aujourd'hui, le marais audomarois ressemble à ça, c'est-à-dire un maillage très très dense de fossés. Donc le marais audomarois, c'est une zone humide, donc de 3726 hectares avec 700 km de canaux qu'on appelle les Watringues et les Watergans chez nous. C'est une réserve de biodiversité importante. C'est aussi un marais qui est habité et un marais qui est cultivé avec la particularité d'avoir 400 hectares de maraîchage, donc cultivé par une trentaine de structures maraîchères. Le marais audomarois, c'est notamment connu pour le chou-fleur de Saint-Omer. Donc, c'est un chou-fleur qui est vendu à l'exportation. Mais on a aussi une partie des structures maraîchères qui sont plutôt sur, donc non pas une agriculture spécialisée, mais une agriculture diversifiée pour la vente en circuit court ou la vente directe. Donc, c'est le dernier marais maraîcher de France. Et on a aussi 1100 hectares de prairies qui sont exploités par une cinquantaine d'éleveurs. Du coup, les enjeux du marais, globalement, c'est pouvoir, sur l'eau, préserver sa qualité et sa quantité. Sur le sol, préserver la tourbe, la biodiversité, enrayer son effondrement, l'agriculture, accompagner et accélérer sa transition, qu'on appelle transition agroécologique. Et on a aussi des collègues qui travaillent sur le tourisme, donc pour le rendre durable et réduire son impact sur les milieux. Donc nous, on est engagé dans un programme qui s'appelle le Programme d'action en faveur du maintien de l'agriculture en zone humide. C'est un programme qui est financé par l'Agence de l'eau Artois-Picardie à 70%, et donc le reste par la communauté d'agglomération. C'est un programme qui est expérimenté aussi dans d'autres territoires du bassin Artois-Picardie. Et donc chez nous, on travaille notamment avec le parc naturel, la chambre d'agriculture et le syndicat mixte d'aménagement et de gestion des eaux de l'Ain. Et l'objectif général de ce programme, c'est d'expérimenter des solutions qui vont concilier le développement d'une agriculture rémunératrice et la préservation des zones humides et de leur fonctionnalité. Donc, pourquoi on a un programme sur le marais? C'est parce que
À court terme, on voit qu'on va avoir une diminution du nombre d'exploitants agricoles. Donc actuellement, on a des terres qui se libèrent et qui vont plutôt à l'agrandissement et non à l'installation. Et parallèlement, on a des porteurs de projets qui ne parviennent pas à s'installer, donc notamment parce que les terres qui se libèrent sont des terres de chou-fleur et de choux, et les porteurs de projets qui viennent s'installer veulent s'installer en maraîchage diversifié, et donc ils n'ont pas du tout le même modèle de production. Parallèlement, on a aussi des attentes sociétales fortes et on voit une évolution réglementaire qui impose aussi, de changer de pratique. Et donc alors, à long terme, on a, les aléas climatiques extrêmes et l'affaissement des sols tourbeux qui sont une menace pour l'agriculture et la population dans le Marais, et une forte dégradation des services, écosystémiques qui sont pourtant, ces services garants de l'équilibre du Marais et indispensables à la durabilité de l'agriculture. Donc nous, notre enjeu, c'est à la fois de renouveler la population d'agriculteurs, de garantir la résilience des exploitations agricoles, mais aussi de durabiliser et pérenniser les ressources. Et donc, on travaille à accompagner et accélérer donc, cette transition agroécologique qui vise à assurer une rémunération juste aux agriculteurs tout en préservant les milieux naturels indispensables à la pérennité de leurs activités. Donc pour ça, on a mis en place une stratégie. Donc l'idée, c'est qu'on a travaillé à identifier les verrous, donc ce qui empêche vraiment, les agriculteurs notamment, mais le territoire aussi, à aller vers, cette transition agroécologique. Donc on en a identifié 3. Un verrou est technologique, qui est du coup le manque de connaissances et d'outils pour l'agroécologie. Un verrou, plutôt social, donc on voit qu'il y a un contrôle, heu et une pression sociale, forte d'un groupe, d'agriculteurs qui inhibe et empêche, les initiatives et les installations de se mettre en place, et un verrou plus structurel. Donc pour le maraîchage, et le marché d'exportation, on a un système commercial qui est assez fermé, et pour l'élevage, donc c'est, un élevage qui est peu rentable. Et donc pour pouvoir, déverrouiller, ce système, on intervient selon 2 échelles d'action. Donc à la fois, à l'échelle de l'exploitation agricole, où là on met en place des accompagnements, des expérimentations, des formations auprès des agriculteurs. Donc là, c'est plutôt un accompagnement technique, et à l'échelle territoriale, où l'idée est de pouvoir travailler sur des projets structurants pour le territoire, sur l'agriculture, le développement économique, la santé, l'alimentation et la préservation des ressources. Et donc pour mettre tout ça en place, on travaille à une démarche qui est transversale, qui est une démarche de concertation territoriale. Donc cette concertation a débuté en 2019 avec un premier atelier. Pour la méthodologie, on s'est basé sur un guide de l'accompagnement à la conception collective d'une transition agroécologique à l'échelle du territoire, donc qui s'appelle la Tata Box, a été mis en place et expérimenté par un groupe de chercheurs de l'INRAE, qui est un guide vraiment très intéressant, avec beaucoup d'outils et une méthodologie intéressante à déployer. Donc nous, on l'a hybridé, adapté à notre territoire. Et donc on a réuni une cinquantaine de personnes, dont une vingtaine d'agriculteurs et d'agricultrices. L'objectif de cet atelier, c'était de pouvoir vraiment dépasser les clivages entre les acteurs, croiser les points de vue, impliquer tous les acteurs du territoire et créer des opportunités. Donc on a réuni vraiment les acteurs de la production agricole, de la gestion des ressources naturelles, de la transformation-distribution, du conseil et de la formation, les élus, les associations locales, les acteurs du tourisme. En fait, c'est tous les acteurs qui sont concernés de près ou de loin par la thématique agricole. Et on les a fait échanger donc sur l'avenir de l'agriculture dans le Marais. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir mettre le territoire en mouvement autour d'un projet commun et d'agir à une échelle autre que celle de l'échelle de l'exploitation agricole, mais qui est celle du système alimentaire, ou du système agricole et système alimentaire. Donc on a identifié beaucoup d'enjeux. Au départ, on avait 55 personnes réparties en 7 groupes d'échange pendant 2 heures. Donc j'ai mis vraiment ici juste une synthèse des enjeux identifiés. Donc il y en avait 37 en tout, qu'on a essayé de remettre en thématique. Et ce qui est intéressant de dire ici, c'est que, beaucoup de questions ont été soulevées sur toutes sortes de thématiques, et qu'il paraît difficile de prendre une seule question et de la résoudre, et de mettre, des actions en place pour répondre à cette question sans se soucier, en fait, de toutes les autres. Donc tout est connecté, et il faut voir, le Marais et les problématiques qui sont ressorties vraiment comme un système.
Et donc c'est l'aspect, complexe, de notre travail puisque, techniquement, c'est assez difficile d'aller sur tous les sujets. On a tendance à vouloir prioriser et parfois on est obligé de le faire, mais, on cherche à avoir en tête, cet aspect systémique pour trouver, de véritables, solutions, transformatrices. Et donc, l'intérêt des ateliers aussi, c'était de pouvoir montrer aux acteurs, l'importance de se partager sur cet aspect systémique et de voir que, toutes les questions sont, plutôt transversales et que pour les résoudre, en tout cas, il va falloir, s'occuper d'autres sujets. Voilà, donc suite à ça, on a quand même fait un travail, thématique pour pouvoir, réunir les gens et pour pouvoir un peu dégrossir, les problématiques. Donc on a fait, enfin on voulait faire 6 ateliers, on a pu en faire que, 4 avec, du coup la crise sanitaire. Donc on a fait un atelier sur la gestion des ressources naturelles, un sur le lien entre le secteur agricole et le secteur touristique, sur la production maraîchère, sur l'élevage et on souhaiterait pouvoir reprendre sur la commercialisation des productions et le renouvellement de la population agricole. Encore une fois, ça a plutôt bien marché puisqu'il y avait une soixantaine de participants, dont certains ont participé à 2 ou 3 ateliers. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était pouvoir travailler en petits groupes et après réorganiser un atelier commun pour pouvoir justement, avoir cet aspect systémique et pouvoir échanger, entre nous. Donc là, on n'a pas pu le faire. On est en train de réorganiser, la concertation et on aimerait, pouvoir refaire un grand temps d'échange collectif en février. On a aussi décidé avec le temps, du coup, d'aborder certaines questions selon d'autres stratégies et c'est notamment le cas de la gestion des ressources naturelles et en particulier de la tourbe. Et donc je vous en parlerai, tout de suite après. Je voulais revenir sur l'atelier sur la gestion des ressources naturelles, et de vous présenter un outil qu'on a mobilisé. Donc on a fait un outil qu'on a appelé la fresque du Marais, qui s'appelle comme ça parce qu'on s'est inspiré de la méthode de la fresque du climat, pour ceux qui connaissent. Et donc l'idée, c'est qu'on a une multitude de cartes, comme celle-ci, où, d'un côté est écrit, juste un titre et de l'autre côté, ça présente un élément, qui est factuel. Donc là, ici, sur les services rendus par la zone humide, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Et donc, on a une dizaine d'acteurs autour de la table et chaque acteur a dans sa main une ou 2 cartes comme ça. Il doit la lire à voix haute et après, essayer de la positionner sur la table pour pouvoir faire les liens de causes et conséquences. Donc l'idée, c'est de pouvoir monter un petit système, de voir les causes, les conséquences et de pouvoir échanger là-dessus. Donc je vais vous prendre un exemple sur la tourbe. Je vais parler ici de l'aspect lié à la tourbe. À noter du coup le marais audomarois, il y a une forte présence de tourbe, donc un assez gros stock de tourbe, mais ça fonctionne pas, ça fonctionne plus comme une tourbière comme on a pu le voir, ce matin. Donc le marais, comme je vous l'ai dit, il est organisé en casier hydraulique, ce qui permet aux maraîchers de baisser le niveau d'eau selon les besoins. Donc ça, c'est la carte casier hydraulique. Afin d'assurer la portance du sol pour la mise en culture des parcelles et le passage des engins agricoles, les producteurs vont baisser le niveau d'eau à la fin de l'hiver pour pouvoir ressuyer le sol. Donc voici la deuxième carte, ressuyage de sol. On sait que dans le marais, il y a une forte présence de tourbe. Or, la baisse du niveau d'eau entraîne une dégradation de cette tourbe. Cette dégradation entraîne, d'une part, une baisse du niveau altimétrique du sol. Et cette baisse du niveau altimétrique du sol, donc va rendre le territoire plus sensible aux inondations. Aussi, cette baisse du niveau altimétrique du sol va demander, aux agriculteurs de, baisser davantage le niveau d'eau pour que l'année d'après, ils puissent passer. Donc là, on voit déjà un petit système qui se construit. Parallèlement, la tourbe, présente aussi beaucoup d'avantages pour les cultures, comme, une réserve d'eau, mais aussi un stock nutritionnel et d'azote. Donc sa dégradation entraîne donc une dégradation de la qualité agronomique du sol, ce qui a des conséquences sur la production agricole qui, va probablement, devoir compenser cette perte de qualité agronomique, par davantage, d'arrosage ou l'utilisation de davantage d'intrants. Enfin, la tourbe stockant du carbone, sa dégradation entraîne un relargage massif de gaz à effet de serre, ce qui contribue au dérèglement climatique. Et on pourrait également ajouter que les tourbières étant des réservoirs de biodiversité, leur dégradation entraîne une érosion de la biodiversité. Hop, je reviens en arrière.
Donc ça, c'est vraiment très, très schématique et il y a sûrement beaucoup d'erreurs dans ce système-là. Moi, je suis plutôt sur l'animation que sur la connaissance de la tourbe, mais l'idée, c'était de pouvoir avoir des outils pour échanger avec les acteurs du territoire sur cette problématique-là. Donc la fresque, ça a plutôt bien marché. Donc la première fois, ça a donné ça. Donc on n'avait pas mis que les cartes sur la tourbe, on avait mis vraiment beaucoup de cartes. Donc ça a permis vraiment aux acteurs de bien discuter. Mais c'est vraiment un support de discussion, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail déjà sur cet outil-là, mais aussi pour pouvoir objectiver le phénomène et échanger avec les acteurs sur le lien entre cette dégradation de la tourbe et l'avenir des activités agricoles. Et notamment parce que aussi à cet atelier-là, il y avait seulement 2 éleveurs et 1 maraîcher, donc peu d'agriculteurs, donc on voit la nécessité de continuer les échanges. On travaille, on a du coup également un axe de travail plus spécifique à la tourbe, donc c'est ce que je vous disais sur la gestion des ressources naturelles. On travaille à avoir une nouvelle approche pour pouvoir échanger avec les acteurs. Donc le constat est qu'on a une mauvaise connaissance des processus sur la tourbe et que c'est un sujet clivant. Donc sur cet axe, préserver la tourbe avec les agriculteurs, on a 3 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir connaître et quantifier les processus, donc obtenir des données de référence pour modéliser les interactions entre les différents acteurs, donc sur le temps de dénoiement, la température, etc. Et donc sur les différents facteurs impliqués dans la minéralisation de cette tourbe. Donc ça, c'est une étude qui est faite en 3 temps, qui est en cours actuellement. Donc on a une étude des données historiques. Après, on va travailler sur une cartographie précise des sols et une comparaison de sondages avec du coup des sondages historiques de 1972 et des nouveaux sondages qu'on va devoir faire cette année en 2021. Et un suivi d'un réseau de sites, du coup, sur le plus long terme, sur le niveau d'eau, la teneur en carbone, la température, etc. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir évaluer les risques, donc par casier hydraulique, mais aussi par enjeu carbone et enjeu agricole. Donc, sur quel casier il y a le plus d'enjeux, carbone agricole, et sur quel casier il y en a le moins, donc vers quoi on doit se concentrer nos efforts pour préserver cette ressource-là. Et le troisième objectif, c'est de pouvoir animer une meilleure gestion de l'eau. Donc ça peut passer par la mise en place de nouveaux aménagements, mais ça doit surtout passer par un partage de connaissances et une implication des producteurs. Et du coup accompagner le changement de posture du côté des producteurs. Donc sur ce sujet-là, on a déjà commencé, on a déjà mené une formation auprès des maraîchers. Donc qui s'est pas forcément très, très bien passé sur tous les niveaux parce que c'est un sujet assez clivant. On a fait du coup un document de sensibilisation suite à cette formation-là et on a fait la fresque. Mais on voudrait mobiliser de nouveaux outils pour échanger. Donc on pense notamment à la création d'un jeu sérieux et la mise en place de facilitation entre les acteurs pour pouvoir aborder ce sujet clivant. Et la dernière chose, c'est de pouvoir pouvoir mettre en place des actions de sensibilisation auprès de la population sur l'enjeu tourbe et l'enjeu carbone, parce qu'on a intérêt à ce que la population locale comprenne l'enjeu de préservation de la tourbe sur le territoire pour que ça devienne vraiment une problématique territoriale et que les efforts se concentrent là-dessus. Donc là, on imagine des expositions, des conférences ou des ateliers ou des articles plutôt à destination du coup du grand public. Voilà. En parallèle, on a mis en place des expérimentations donc sur d'autres volets pour améliorer la structure du sol par les couverts végétaux notamment. Et donc voilà globalement pour moi. Je vous invite, si vous avez envie de comprendre davantage l'étude qui est mise en place donc sur la tourbe dans le Marais, à contacter mon collègue Bastien Van Ingland qui suit cette étude. Et si vous avez des idées de moyens de faire cette concertation territoriale ou sensibiliser le grand public, je vous invite à me les envoyer à moi. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Colline. On voit dans le cas du marais audomarois exploité depuis des siècles, si ce n'est pas des millénaires, la complexité du système, complexité que j'avais aussi vue
il y a 3 ans lors d'un voyage aux Pays-Bas où on avait affaire aussi à des pressions agricoles extrêmement grandes. Et donc, dans toute cette zone-là, allant de chez vous jusqu'aux Pays-Bas et encore au-delà en Allemagne, on a affaire à quelque chose où on voit, et j'ai trouvé vraiment intéressant cette histoire des cartes de jeu là, qui mettent sous une forme un petit peu ludique la complexité. Et on voit qu'il y a des cercles carrément vicieux, hein, on voit qu'il y a des choses qui sont difficiles à mêler. Et alors, effectivement, je pense que la concertation, la compréhension des phénomènes, elle est très importante, mais vous avez un sacré boulot à mettre en avant. Donc, je conçois bien là que si des collègues ont des commentaires maintenant ou au-delà à faire, si ça peut aider, parce qu'on a à la fois à faire, hein, on ne voyait pas trop sur la carte de ce matin que la zone du nord de la France était aussi très très riche en tourbe. C'est parce que sans doute l'inventaire de 1949 n'avait pas pu s'y rendre, hein, c'était encore en zone de guerre, d'après-guerre, et les mesures d'épaisseur de tourbe n'avaient pas toujours pu être faites là-bas, mais on a affaire aussi à un très grand gisement de tourbe, en partie disparu. Les démarches que vous faites, j'ai aimé aussi le diagnostic fait où vous n'avez pas hésité à mettre à plat un petit peu tout, mais le constat est que quand on a à essayer de concilier tout ça, on passe un petit peu parfois par la quadrature du cercle. Je pense qu'on va garder ça pour le débat de tout à l'heure, parce que moi, ça me paraît vraiment être le fond. Hein, dans les 2 ateliers que vous n'avez pas encore pu faire, il y a aussi celui sur la transmission des exploitations. Ça me semble, chez vous comme ailleurs, quelque chose de très important. On l'évoquait tout à l'heure aussi pour le Massif central. Comment ces transmissions vont pouvoir se faire sans qu'il y ait ni forcément perte de l'usage, hein, dans la mesure où il pourrait être compatible avec l'aspect environnemental, ni passage, comme ça a été mentionné, à des exploitations de plus en plus grandes où un système stéréotypé s'installerait sans prendre en compte toutes les nécessités. Bien, est-ce qu'il y a une question qui se rapporterait vraiment? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Je vois que quelqu'un nous dit qu'ils sont dans le même type de démarche sur le marais Vernier, donc ce serait intéressant pour tout à l'heure, on se le garde en tête.